Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 90 km/h. Je suis en compagnie de Sandra Rivière, qui est pilote du Dakar, mais pas que, pas du tout. Elle a fait vraiment beaucoup de compétitions, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Donc c'est parti. Bonjour Sandra, merci de nous accueillir aujourd'hui. On est proche de l'école militaire de Saumur. C'est un lieu qui est un peu particulier pour vous, j'imagine. Oui, oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette expérience dans l'armée? Alors l'expérience dans l'armée pour moi, elle a été très courte, elle a duré que 5 ans. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté personnellement. Et puis dans la vie de tous les jours que j'applique, je me suis rendu compte que j'appliquais. Et je trouve que c'est une bonne formation pour la vie. Et justement, qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie? Déjà l'organisation, euh, plus de... Là comme ça je ne pourrais pas dire. Les valeurs. Les valeurs qu'on retrouve dans le sport aussi, donc de cohésion, d'entraide, de tolérance, de respect, surtout toute chose en fait, et ce qui permet aussi de l'appliquer quotidiennement. Vous nous avez dit que vous y êtes resté que 5 ans. Oui. Pourquoi ne pas avoir fait carrière longue dans ce métier-là? Eh bien tout simplement parce qu'au cours de mes 5 ans, j'ai rencontré mon mari aujourd'hui, qui lui a été muté, et c'était ou lui ou moi. Et vu qu'il venait, il allait passer de carrière, forcément, j'ai arrêté l'armée pour pouvoir le suivre. Vous n'avez pas de regrets? Non, Non. non. Super. On va pouvoir revenir sur votre parcours. Vous dites que tout a commencé en 2011, mais vous aviez effectué un premier stage de pilotage en 2005. En 2005, vous aviez 25 ans. Est-ce Oui. que vous pouvez nous raconter l'histoire derrière ce stage? Alors derrière ce stage, j'ai l'amour d'une voiture, la Subaru Impreza, qui, j'en suis tombée amoureuse sur le parking d'un vendeur d'occasion de voitures, où j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette voiture, et je suis tombée vraiment amoureuse de cette voiture. Alors j'en ai jamais eu, hein, mais Emmanuel, mon mari, m'a offert un stage sur Subaru au circuit de Marcoussis pour que je puisse découvrir la voiture. Et ça a été une très très belle expérience. Et vous n'avez pas passé le cap d'un achat? Non, parce que alors après ça, il y a eu, à un moment donné, il fallait changer de voiture, parce que moi j'avais une petite 205 GRD, donc qui n'était pas très rapide, mais très robuste, qui m'allait très très bien pour le quotidien. Et au moment de changer la voiture, il y a eu les enfants, donc eh bien, j'ai pris un Renault Trafic pour, pour les enfants, parce que la Subaru aurait été bien pour moi. Mais bon, quand... C'est bon, avec une grande famille, c'est plus compliqué. C'est ça. Ok, super. Et donc, le stage qui a un peu vraiment lancé la machine pour vous des rallyes, c'est celui de 2011, donc 6 ans plus tard, et c'était en 4x4, donc Oui. pas encore les camions. Ah non, non, non. En fait, oui, ça a commencé quand on a vu le rallye des gazelles à la télé. Et c'était une idée encore de mon mari qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas ça? Et je lui ai dit, j'ai pas le temps. Non, je venais d'accoucher du deuxième, l'aîné 18 mois, le deuxième 1 mois, j'ai autre chose à faire, quoi. Et j'ai dit, de toute manière, aller me promener dans le désert, j'ai autre chose à faire. Parce que pour moi, quand je regardais à la télé, pour moi, c'est une balade dans le désert. Chose qui n'est pas du tout une balade. Vous avez vite appris que c'était pas une balade. Pas du tout, oui. Et donc, vous l'avez fait. Oui, alors en 2011, on est parti avec un Nissan 3 litres tout simple. On n'a rien fait dessus, sauf on a mis les protections en dessous, on a mis un snorkel, et puis comment on appelle ça, des pneus. On nous avait dit des pneus tout terrain, et nous on a dit non, on va prendre des pneus 50-50, 50 route, 50% route, 50% tout terrain. Et puis, j'arrêtais pas de dire aux gens, mais c'est un 4x4. Il a été construit pour aller dans le désert, pour aller faire du franchissement, donc il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ça va rouler, on n'a pas besoin. Voilà, et puis c'est une balade.
Mais non, c'est pas une balade. Donc, arrivé sur place, tous les jours on crevait, tous les jours il nous arrivait des bricoles, mais sans plus, quoi. Mais on faisait nos journées tranquillement, on arrivait à faire nos étapes sans se mettre la pression, en découvrant le désert, le 4x4, le Maroc, quoi, tout ça. On découvrait tout en même temps et c'est vrai que c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux comme expérience. On a rencontré des filles qui sont exceptionnelles, de tous bords. On avait de tout, donc c'était rigolo parce que dans la vie de tous les jours, on ne pouvait pas se rencontrer comme ça. Mais là, dans le désert, on est toutes pareilles. Et il y en a une qui a un problème, on s'arrête, bon, on va l'aider, et puis le soir, on prend l'apéro ensemble, et ça lie des amitiés. Moi, aujourd'hui, j'ai Carole qui est toujours mon amie, qui est devenue mon amie, et on est toujours en contact, et on se voit régulièrement. C'est des lieux de rencontre? Des lieux de rencontre, oui, 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 ça peut... parce qu'il y a des affinités qui se passent, il y a des choses qui se passent qu'on n'explique pas. Et c'est comme ça. Et quand on rentre en France, on veut revivre ces choses-là en se revoyant, en discutant, en regardant les photos, les images. Et puis on passe des bons moments en France. Les galères, ça forge Ah oui, d'office. oui, 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 tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup pourquoi cette compétition en particulier en premier, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres après, Oui. on va avoir l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qui vous a attiré spécifiquement par celui-ci? Est-ce que c'est parce que vous l'avez juste vu à la télé? Bien parce qu'en fait, tout simplement, alors oui, l'idée est venue de faire du rallye parce qu'on l'a vu à la télé. Même si le Dakar, on le voyait, mais pour nous, le Dakar, c'est... C'est la voilà, Rolls-Royce des rallyes c'est et du ça. coup c'est pas notre niveau Tout à et fait, c'est c'est sympa. inaccessible, même financièrement, c'est inaccessible. Voilà, donc on regarde, on rêve, mais voilà, ça nous fait juste rêver. Mais le rallye des gazelles, on le voyait au moment du repas, donc ce qui fait que on était là devant la télé, on les regardait galérer, rigoler, pleurer. Je me suis dit, bon, c'est quand même une balade, pourquoi pas, on y va. Et puis il n'y a pas de vitesse, c'est pour ça que je me suis dit, on va à celui-là parce qu'il y a pas de vitesse. Donc on fait à notre rythme. Et puis en fin de compte, c'est comme une chasse au trésor. Il faut trouver des balises en faisant le moins de kilomètres possible. Donc on est tout au cap. Les cartes, elles ont entre 30 et 50 ans, sont des nuances de gris. On se dit, ben là, il y a du sable. En fait, il n'y a plus de sable. Là, il y a du sable, mais sur la carte, il n'y a plus de sable. Quand il y a du sable, on ne comprend plus trop ce qui se passe. Et puis on voit des points, on se dit, ça, c'est des puits. Et en fin de compte, non, c'est nous qui avons mis, sans le vouloir, un point avec le crayon. Donc on cherche le puits et on tourne en rond. Il n'y a pas de puits. Donc voilà, en fait, c'est une vraie course. Parce que trouver 8 balises, elles sont pas simples. Les directeurs techniques sont assez vicieux. Par exemple, à un moment où on va arriver sur la balise, ils vont faire attention au vent pour que la balise, au lieu d'être comme ça, elle va être comme ça, ce qui fait qu'on va pas voir le point rouge. Donc le drapeau. Et puis le soleil, pareil, ils vont essayer de voir que le soleil est face à nous, donc on va être ébloui, donc on va pas bien voir les balises aussi. Donc il y a toutes ces petites subtilités. Il y a de la difficulté qui est ajoutée encore en plus. Oui, oui, oui. Et puis par exemple, quand elles sont dans les dunes, elles sont dans les trous, elles sont pas en haut d'une dune, qu'on peut la voir à X centaines de mètres. Donc non, non. Et puis on se dit, en fait, c'est une compétition dans le véhicule. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et beaucoup d'entre elles aussi le disent. C'est entre nous dans l'équipage. Donc, on est un trio. Hein, c'est le véhicule, la navigatrice et le pilote qui, on est tous les trois ensemble. Et il faut faire attention, il faut aller jusqu'au bout et il faut se dépêcher parce que le temps tourne. Même si, à l'époque, on se levait à 4 heures du matin. Les départs, 6 heures moins le quart, les premiers départs, donc il fallait se dépêcher. On dort dans les tentes 2 secondes, donc le soir, on pose notre tente, nos affaires. Le matin, à 4 heures, on se lève, on replie tout dans le véhicule, parce qu'ils nous disent, oui, vous pouvez laisser sur place, mais si on ne rentre pas de la nuit, on dort où? Donc voilà, donc, moi j'ai toujours eu ma tente avec moi, et puis quand il y a eu des problèmes, qu'on ne pouvait pas rejoindre le bivouac pour la nuit, ben Au voilà. moins vous pouviez vous installer à peu près confortablement pour vous reposer et repartir le ça. lendemain. C'est ça. Dès le lever du jour, on repartait pour rentrer au bivouac. C'est un rythme qui est assez effréné quand même, hein? Ah oui, très, très, très. Donc on est loin de la balade.
Ah non, c'est pas du tout une balade en fait. Comment est-ce que vous vous y êtes préparé pour cette première course? Alors il y a 2 stages qui est obligatoire, le stage pilotage, donc où on découvre, on y va de préférence avec son véhicule. Donc voilà, moi je l'ai fait avec mon moniteur de pilotage qui m'a beaucoup appris, parce que je découvrais tout. Surtout quand on met la première et qu'on descend du 4x4 et qu'il roule tout seul. On se dit qu'est-ce que c'est que cet engin? Et en fin de compte, c'est ce qui nous intrigue et il nous fait passer à droite, à gauche. Il nous ensable aussi pour se dire, bah voilà, comment tu fais? Ben Et ce stage, c'était au Maroc ou c'était non, c'était dans la région parisienne. Donc il y avait un endroit où il y avait beaucoup de sable et donc on ensablait le véhicule, on faisait des dévers, des franchissements, des montées, des descentes, voilà, des croisements de pont, on faisait plein de choses, ce qui fait que ça nous mettait vraiment en situation pendant le rallye. sans avoir à traverser la mer pour C'est faire le ça, stage? oui. Alors, si j'avais, si je revenais en arrière, j'aurais fait un stage sur place parce qu'en fait, moi, les dunes, pour moi, c'est des tas de sable. Et quand je suis arrivée face aux dunes, j'ai dit, mais il est gros le tas de sable là. J'imaginais pas ça. Et vu que j'avais pas regardé sur internet, quoi, je suis partie comme la fleur au fusil, comme ça, en me disant, bon, c'est presque une balade. Ça va Même bien si, se passer. voilà, quand je suis arrivée face aux dunes avec ma navigatrice, on s'est regardé. Ah, alors on a sorti le manuel. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il faut dégonfler. Alors on va dégonfler. Et en fait, on avait fait des manuels pour tout en fait, ce qui fait que chaque fois qu'on avait un problème, on cherchait le manuel et puis on lisait. Bah, faut faire ci, faut faire ça. Et puis bête et discipliné, on le faisait et puis ben, ça marchait plus ou moins quoi. Après, ben, c'est l'expérience et là j'avais pas du tout d'expérience. Je me suis fait des frayeurs. Ma navigatrice aussi a eu très peur. Ouais, c'est compliqué les dunes. Comment ça s'est passé justement? Comment vous arriviez à gérer le stress, le véhicule, la coéquipière qui est à peu près dans le même état que vous? Comment ça se passe? Faut discuter. Et la discussion, s'il n'y a pas de discussion, ça peut pas aller. Il faut discuter, alors on discute pendant, quand il y a un problème. Alors quand on est dans le problème qu'il faut gérer là tout de suite, on gère comme on peut, en essayant d'écouter l'autre, et puis surtout d'être en sécurité. Quand moi, c'est primordial, moi c'est la sécurité. Si je vois qu'il y a un risque trop grand, je dis, bah écoute, moi je le sens pas. Toi peut-être que tu le sens, mais moi je le sens pas, donc j'y vais pas. Moi je préfère prendre un autre passage et puis voilà. Mais une fois que la journée est passée, faut débriefer la journée. Qu'est-ce qui a pas été? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on enlève complètement? Et c'est comme ça qu'on évolue tout le long de la course en fait et qu'on prend du plaisir. Parce que sinon, on reste sur nos problèmes, sur les non-dits, et ça, c'est terrible, les non-dits. Et ça met. Ça met l'équipage en danger? Ah oui, oui, oui. Pour moi, je pense que ça met un équipage en danger. Ouais. Et aussi, on peut casser le véhicule. Ouais. Casser le véhicule, on finit pas le rail. Donc, c'est ça aussi. Donc ça reste quand même une première bonne expérience? Oui, oui, oui. Bah, heureusement, sinon vous en aurez pas fait d'autres de toute façon, je pense. Oui, parce que ça a tout commencé par là, par celui-ci. Bah, justement, quel conseil vous pourriez donner à la Sandra de 2011, 5 minutes avant le départ du premier jour, avec votre expérience d'aujourd'hui? Ça va bien se passer. Faut pas s'inquiéter, faut être détendu, à l'écoute et faire au ressenti. Surtout au ressenti. Ce qui m'a beaucoup sauvée, moi, à chaque fois sur mes rallyes, c'est j'écoutais le véhicule et le véhicule par moment, j'entendais que ça allait pas et je me suis dit, je pourrais y aller, mais si j'y vais, je risque de l'abîmer, voire le casser. Eh ben, j'ai préféré lever le pied. Euh, et puis je déteste faire peur à
à mes coéquipières. Et si je leur fais peur, il faut qu'ils me le disent. Je leur explique comment ça se passe. Et je préfère lever le pied. Je veux que ça soit une belle expérience pour tout le monde. C'est surtout ça. Bah, tant pis pour les podiums. On en a fait des podiums depuis tout ce temps, mais parce que voilà, ça s'est très bien passé. Et il y a eu toutes les conditions qui ont fait que voilà, on a gagné dans notre catégorie, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Le but, on est là pour la passion du véhicule, du partage, de retrouver les copains, les copines, parce que maintenant, on retrouve, voilà, on retrouve des gens qu'on connaît, et puis des gens qui nous suivent, et on se rencontre sur place, et puis cette entraide qui est magnifique. Donc, ouais, c'est génial. C'est ce qui ressort beaucoup. Oui, oui, oui. Quoi, moi, j'ai toujours vu l'entraide. Les valeurs, en fait, les valeurs sont sur les rallyes. Alors, peut-être qu'il y en a qui disent que c'est pas le cas, mais moi, de ce que j'ai vécu, toujours. Et puis, souvent, on m'appelle le Saint-Bernard parce que chaque fois que je vois un véhicule qui a un problème, j'essaye d'aller jusqu'à lui pour, que ce soit en véhicule ou à pied, il faut que j'aille prendre nouvelle. Je dis, ben, la course, elle se met entre parenthèses, tant pis. Mais le côté humain, le côté entraide et jamais laisser qui que ce soit dans le désert, quoi. Ça a toujours été ma devise, quoi. Donc vous avez participé à d'autres compétitions. Oui. La liste est longue. Tenez-vous bien. Le Carta Rally, le Rallye des Pionniers, le Rallye l'Oasis Original, Europe Raid, le No Man's Raid, le Rallye des Pionniers de l'Histoire, le Raid Cap Femina. Ça fait beaucoup. Oui. C'est un gros rythme. Un peu, oui. Comment est-ce que vous réussissez à gérer déjà, comment est-ce que vous faites pour les organiser tous dans l'année, parce qu'il y en a parfois plusieurs par an? Oui, alors maximum que j'ai fait, c'est 2 par an. Ce qui est déjà beaucoup. Oui, ce qui est déjà beaucoup, oui. Oui. Comment vous faites pour vous organiser? Bien déjà c'est par rapport au projet. Quand est-ce que ça tombe dans l'année? Et puis avec qui je pars, quel véhicule avec lequel on fait le rallye. Quoi, il y a plein de choses qui se mettent en place par rapport à différentes choses, on va dire. Et de là, on s'organise. Après, je ne suis pas toute seule. Mon mari m'a toujours aidée dans l'organisation. Et puis mes coéquipières ou coéquipiers ont toujours été dans l'organisation, quoi. On n'est pas tout seul. C'est l'équipe du début jusqu'à la fin, quoi. Il y a vraiment cet aspect équipe, famille presque? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui. Combien de temps ça vous prend à peu près pour préparer un départ? Ça dépend peut-être d'où c'est, de combien ça coûte? Oui, alors ça dépend surtout du montant, oui. Par exemple, pour un rallye des gazelles, je mets un an à 18 mois. Ça dépend si on trouve facilement des partenaires financiers, si on met des choses en place en termes d'organisation d'événements. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fera plus parce que c'est une perte de temps et d'énergie. Donc c'est sûr qu'on ne le fera plus, mais au début, on est tous pareils, on essaye, on tâte le terrain, on se dit bah là on peut faire ci, on peut faire ça, et en fin de compte, ça a fait chou blanc, alors que d'autres équipages ils vont nous dire ah bah nous on a trouvé, c'était super. Bon, bah, tant mieux, en fait, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme ils peuvent. Voilà. Justement, quelles sont les choses que vous ne referiez plus et que vous ne faites plus? L'organisation d'événements. Quel type d'événement? Alors, on a fait l'auto. Alors, l'auto, c'est vrai que ça peut rapporter un petit peu, mais c'est beaucoup de travail en amont. Et puis, on a fait soirée disco, on a tenu des buvettes, on a tenu des stands pour Noël, on a vendu du champagne avec l'étiquette de l'équipage. Mais ça c'est quand même pas mal, ça, de le faire. Mais tout ce qui est événement, là, dernièrement, on a fait une soirée dansante qui nous a pris énormément de temps et d'énergie. Et on a dit plus. En fait, on n'est pas spécialiste de l'organisation d'événements, en fait. Vous ne travaillez pas dans l'événementiel, vous êtes pilote. C'est ça. C'est des choses totalement différentes. C'est ça, c'est chacun son métier. Et en plus, c'est des choses qui sont variées, donc il faut
avoir l'idée, il faut trouver le temps, il faut... C'est ça. Puis il y a toute une organisation derrière. Puis il faut trouver du monde constamment. Et ces personnes-là, il faut organiser tout le rythme de l'événement, les accompagner. Après, c'est du management. Quoi. Non, c'est vraiment un métier, quoi. Donc, et on n'est pas forcément bon là-dedans. Donc, voilà. Et sinon, comment est-ce que vous trouvez vos sponsors financiers? En quoi ça consiste? Est-ce qu'ils vous donnent de l'argent? Est-ce qu'ils vous donnent des équipements? Alors, on a de tout. On a des équipementiers qui là, nous fournissent pour le véhicule ou pour les équipages. Il y en a, c'est de la visibilité. Il y en a, c'est aussi la visibilité, mais on doit être présent sur les portes ouvertes ou sur des événements un peu particuliers pour les partenaires. Ça dépend en fait de beaucoup de choses. Chacun a ses demandes et on essaie de répondre au mieux. Parce que le but est les partenaires, on a des partenaires, ça fait plusieurs années qui nous suivent, parce que justement, il y a déjà un partage du début jusqu'à la fin de notre préparation pendant la course, notre retour et sur notre soirée de retour, tout le monde est invité, où là, il y a beaucoup de partage, d'échanges, et nos partenaires aiment beaucoup ça, en fait, ce partage et Le côté humain, en fait, qu'on retrouve aussi oui, sur les compétitions. tout à fait, oui. Et puis, par exemple, sur un certain rallye, on retrouve les antennes de nos partenaires sur place qui sont super contents de nous voir. Nous, c'est pareil. On fait un tour avec eux, avec les véhicules. C'est des moments de convivialité et de partage. Et ce sont des valeurs, encore là. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup ces valeurs-là. Et est-ce que vous en avez certains qui vous suivent depuis le tout début? Non, parce que depuis, on a beaucoup déménagé. Là, depuis 8 ans, on est fixe. Mais on a beaucoup déménagé. Donc, à chaque fois qu'on déménageait de région en région, c'était d'autres partenaires. Donc, c'est pour ça. On parlera de la poitrine un petit peu après. On a énuméré toutes vos compétitions. C'était quoi les différences parmi elles, en dehors de votre expérience que vous avez gagnée au fil des années, Mhm. ou même du terrain, parce que forcément, on sait bien qu'aucune dune ne se ressemble, mais C'est ça. aucun pays traversé ne se ressemble non plus. Oui, tout à fait. L'expérience, alors, il y a une expérience où j'ai énormément appris, c'est quand j'ai fait le trial camion. J'étais à la Manche française, à l'Europa Truck Trial. Un ami qu'on allait voir, qui courait, et tout simplement, il est revenu de la Réunion, il nous a dit, j'étais inscrite avec ma fille pour demain, pour la Manche française, tout le week-end. J'ai dit, il me dit, t'as ton permis? Je dis, oui, depuis 15 jours, j'ai mon permis poids lourd. Je dis, j'ai même pas roulé sur route. Il me dit, tu vas rouler dans les zones, voilà. Il me dit, vu que je suis en prototype, donc ce sont des zones un peu plus complexes et techniques. J'avais pas dormi de la nuit. Je tremblais à chaque fois que j'étais derrière mon volant. Et la première zone, il passe devant moi. Et je lui fais signe à l'extérieur. Je lui dis non, ça passe pas. Il me dit si, ça passe. Et le véhicule monte et il part en tonneau jusqu'en bas. Je me retourne et je dis non, mais j'y vais pas, c'est fini. Je commence même pas. Et puis en fin de compte, ils ont relevé le camion, ils l'ont remis sur ses roues et m'ont donné le casque et m'ont dit c'est ton tour. J'étais très refroidie. Oui, je comprends. Parce que je rentrais dans la même zone. Bah oui, en plus, c'est la première fois que vous conduisiez, tout ça. C'est ça. Donc il m'a expliqué, il me faisait des signes à l'extérieur. Mais voilà, quoi, c'était une aventure très éprouvante, parce que ça a duré 2 jours. J'ai fait certaines zones où on n'a pas fini dernière. Hein, voilà, on est resté sur nos roues. Mais c'est là où j'ai énormément appris dans le pilotage et surtout technique de franchissement avec un camion. Et ça a été très très éprouvant. Oui, j'imagine. Et du coup, c'est une expérience qui vous a servi pour la suite? Oui, sur tous les rallyes, j'applique ce que j'ai appris. Justement, à chaque fois, je repense et je me dis,
là, ça t'a sauvé, là, il fallait pas faire ça, parce qu'en regardant, on regarde les autres faire, et puis on dit, ah, il a fait comme ça, c'est passé, et puis l'autre, il est moins bien passé, et c'est comme ça qu'on apprend aussi en observant et en discutant avec les autres. J'apprends énormément à travers les autres qui ont plus d'expérience et qui veulent bien partager. En général, ils partagent beaucoup, et c'est comme ça que j'apprends aussi. Et on apprend tout le temps, de toute manière. C'est ça qui est bien. Oui, c'est quelque chose qui revient pas mal quand on entend les pilotes ou les navigateurs. Ça fait parfois des dizaines de rallyes qu'ils font et en fait, ils apprennent toujours, même s'ils ont de l'expérience Oui, et parfois des accidents, ils savent comment ils sont arrivés là, ce qu'il faut pas faire, tout ça, mais ils arrivent quand même à apprendre toujours. C'est assez impressionnant, je trouve. oui, ben, je dirais que c'est important d'apprendre. Déjà, on apprend de ses erreurs pour éviter de les refaire, même si par moment on se dit, ah, j'ai refait je devais pas le faire, et puis ben, c'est revenu, c'est comme ça. Mais c'est toujours une remise en question. On se remet tout le temps en question. Quand je pars du principe que rien n'est acquis. C'est pas parce que là ça s'est bien passé ce jour-là avec tel véhicule, telle personne, tel jour, que je vais passer au même endroit avec un autre véhicule. Le terrain va être différent, même si parce que depuis le temps, voilà, il y a eu des changements, et puis peut-être ce jour-là je serai un peu plus fatiguée, ou j'aurais eu la tourista et je suis malade, mais il faut rouler, donc voilà. C'est un peu précis comme anecdote, ça. Oui, oui, Ça vous est déjà arrivé? oui, la première année, justement, en 2011, malade comme un chien. On mangeait des médicaments pour pouvoir tenir, et en fin de compte, tout le monde était malade sur le rallye, et tous les véhicules s'arrêtaient parce que ben voilà, il fallait s'arrêter, et c'était terrible. Mais une fois qu'on avait tout bloqué par les médicaments, on pouvait rouler, mais sans compter les mal de ventre, la tête qui tournait, quoi. Mais il faut rouler, quoi. On se dit, on va rouler moins vite, on va faire un peu plus attention, mais bon, on y va quand même. C'est courageux, on y va, quoi. Oui, oui, oui. Bah après, j'ai un esprit un peu compétitrice, donc l'instant que je mets le casque, hop, c'est on-off. Là, je suis C'est en on, et parti. puis on y va. Quoi qu'il arrive, il faut arriver au bout. Le but, c'est toujours de finir. Toujours. Toujours. Et dans les bonnes conditions. Oui, c'est mieux. Oui. Donc, vous avez participé plusieurs fois au Rallye des Gazelles, Oui. qui était votre premier rallye. Oui. Pourquoi est-ce que vous le faites plusieurs fois? Enfin, pourquoi est-ce que vous l'avez fait plusieurs fois? Alors, en 2011, pour la découverte du rallye. En 2012, j'étais donc pour découvrir le camion, j'étais navigatrice. Donc j'ai adoré. Je suis rentrée du rallye des Gazelles, j'ai passé mon permis sec pour pouvoir faire du rallye. Je suis repartie après, j'ai fait d'autres rallyes entre-temps. Je suis retournée en 2015 pour être pilote. Voilà, un copain m'avait prêté un camion pour que je fasse le rallye. Et là, en 2015, ça a été terrible parce que justement, ça s'est très très mal passé. Le camion n'était pas du tout préparé. J'ai eu que des galères, des problèmes de frein, feu électrique. Voilà, j'ai eu que des galères avec ce véhicule-là. Et C'était quel camion? c'est un Unimog 435. Et en fin de compte, j'ai eu ce malheureux accident où j'étais à l'arrêt, il était tombé en panne. On était tombé en panne de démarreur en pleine montée d'une dune. Donc ça surprend. Et je l'avais entendu claquer, mais n'étant pas mécanicienne, je me demandais ce que c'était. Puis avec le casque, le bruit du moteur, quand on monte les dunes, on est obligé de faire ronfler le moteur. Ça fait beaucoup, donc on y prête attention, mais pas plus que ça. Et... Ben, surtout, j'entendais que ça avait claqué, en fait c'est des démarreurs qui claquaient, mais je ne savais pas ce que c'était et d'où ça venait. Donc je dis mais c'est quoi ce bruit qui claque? Puis il claquait pas tout le temps. Puis à un moment donné, bon, il a calé, et puis il a plus voulu redémarrer. Donc et puis en insistant, j'ai pu redescendre le camion au démarreur en marche arrière, tout en sécurité. Et puis là, c'était hyper compliqué parce que le camion, alors j'avais pas bien compris, mais les freins étaient bloqués, donc le camion d'assistance n'arrivait pas
à nous sortir. Donc on a dû casser les dunes pour sortir le camion, donc tout en le tirant. Et on a mis toute une nuit à le tirer. À 4 heures du matin, on s'est arrêté, on était épuisés. On a bu l'apéro avec les mécanos, parce qu'on n'en pouvait plus. On a dormi 2 heures et puis hop, on est reparti. Et avant d'arriver à Zagora, eh bien, donc, on nous a dit il faut ranger toutes les affaires de la cabine dans les caisses derrière pour pas qu'ils te volent, quoi, tout simplement. C'est ce qui peut arriver. Et c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que la porte du caisson, elle était posée contre la caisse derrière. Il y a eu un coup de vent et en fait, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sangle pour retenir voilà, il n'y avait pas de... Ah, je ne sais plus comment on appelle ça, ce qui retient les coffres, hein, tout simplement. Il n'y avait pas ça. Et puis, il y a eu un coup de vent. J'ai rien entendu. J'étais dans mon coffre. Et en fait, il est venu m'écraser sur toute la longueur de ma colonne vertébrale et ma tête. Et c'est le mécanicien qui est venu me sortir de là parce que je me sortais pas. Et là, ça a été une grosse galère. Donc, malheureusement, à cause de ça, on a été hors classement puisqu'on a mis trop de temps pour sortir des dunes. On est parti faire réparer à Zagora. On est revenu et j'ai eu l'accord des médecins de continuer. Vous n'avez pas eu à vous réparer, vous? Non. Bah là, non, c'était le démarreur avait grillé. Et là-bas, ils en ont trouvé 3. Enfin, vous, votre colonne vertébrale, tout ça non, parce qu'on était à l'hôtel en attendant. Et ça a duré qu'une nuit. Hein. On est resté 24 heures sur place. Et après, on a pris le camion et on est reparti sur la course. On pouvait continuer, mais hors classement. Donc, j'ai dit, on continue. J'ai dit, même si on est hors classement, tant pis. On continue. Mais c'est très compliqué pour moi. Et après, quand je suis rentrée en France, même le retour a été très compliqué. Je tenais pas sur mes jambes, je titubais. Donc, j'ai eu les oreilles internes de toucher. Et ce qui m'a valu 3 ans de rééducation de kiné vestibulaire. Okay. C'était très compliqué. C'est simple, hein, je restais couchée et il y avait tout qui tournait. Il fallait que je reste dans le noir, pas de bruit. Voilà. Donc c'était une sale expérience, mais une expérience où on se dit on apprend aussi de ça. Qui forge. Oui, qui forge. Et on voit les choses différemment, la vie différemment. La vie n'est plus pareille. On se dit, est-ce qu'on va rester cloué dans ce lit tout le temps, à plus pouvoir bouger je suis jeune. Quand j'étais jeune à cette époque-là, j'étais pleine de vie. Je disais, on ne peut pas rester comme ça. Et surtout, on n'arrivait pas à poser un diagnostic sur ce que j'avais. Et c'est ça qui était très compliqué. Jusqu'au jour où je me suis écroulée au sol et puis on m'a fait une batterie d'examens et c'est là où on a dit il y avait une partie le cervelet qui avait été touché. Je tenais plus même une conversation, je tenais pas. J'étais face aux gens, on me parlait et puis je partais parce que je savais pas pourquoi j'étais là, quoi, en fait. Donc c'est assez compliqué. Donc j'ai fait de la rééducation avec les neurologues, tout ça. Et ça a duré 3 ans, tout ça. Et ce qui m'a remis en selle, c'est Emmanuel qui me dit ah, t'as vu, il y a un équipage camion sur le rallye des Gazelles. Je dis, ah bon? En général, je suis toute seule. Et je dis pourquoi pas? Il me dit ça te dirait d'y aller? Je vais voir les médecins qui me disent non. Donc j'accélère la rééducation et je dis je contacte les filles et je leur dis vous y allez vraiment? Oui, en 2019 on y sera. Ok. Je dis moi aussi j'y serai. Je sais pas comment, je sais pas avec qui, mais j'y serai. Et puis j'ai accéléré la rééducation. Les médecins étaient quand même pas d'accord. J'y suis allée sans certificat médical. Et puis sur place, j'ai expliqué aux médecins qui ont accepté. J'ai eu la chance qu'ils acceptent et j'ai pu faire le rallye. Et même si ma rééducation n'était pas finie, c'était très compliqué parce que tout bougeait encore par moment. Donc je savais pas. Comme on est sur un tourniquet en fait, quand on fait le tourniquet, on fait un tourniquet, on descend et ça tourne. Et c'était tout le temps comme ça en fait. Donc c'était très désagréable et instable aussi. Donc, mais voilà, on a fait le rallye, on est allé tranquille. Et puis en fin de compte, on a gagné la catégorie camion. Et j'ai dit, voilà, elle est là, ma revanche. Ma revanche sur la vie, elle est là. Et j'ai dit, la boucle est bouclée pour le rallye des Gazelles. Voilà. Donc c'était le bon moment de le faire finalement et ça permettait de finir ce cycle-là. C'est ça, oui. Bon, après, j'ai continué ma rééducation parce qu'elle n'était pas finie, mais heureusement.
Mais ce qui m'a permis aussi de faire un bond dans ma rééducation. Quand je suis rentrée du rallye, les médecins, ils ont vu que j'avais bien avancé. Donc, mais il a fallu que je me fasse violence pour y aller. C'est pas tous les jours simple. Et même pendant la préparation, quand j'ai repris un volant, parce que je pouvais plus conduire, je pouvais plus rien faire. C'était, voilà, il a fallu que je trouve de la force en moi pour me dire, ça va aller, tu vas faire les choses différemment, mais tu peux les faire. Et voilà. Donc si j'ai un message à donner aux gens, c'est faut pas baisser les bras. Je sais que c'est pas simple, mais on voit une petite lumière au fond et on se dit, ah, il y a un petit espoir, il y a un petit passage, on y va. Bah justement, votre devise, c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, C'est ça? c'est ça. C'est exactement ça. Après, on peut avoir toutes les volontés du monde et ne pas pouvoir y arriver. Mais en fait, on arrive à notre manière, chacun à sa manière. Et c'est ça les victoires qu'on gagne quotidiennement. Il faut faire les choses à sa manière et on avance comme ça, petit pas par petit pas, on arrive quand même à avancer. Un jour après l'autre. C'est ça. Ouais. Et la taille du pas, ça n'a pas d'importance. C'est juste d'avancer, de stabiliser. Par moments, on recule, mais c'est pour mieux avancer. Et puis voilà. C'est un très beau message. Entre tous ces rallyes, vous avez fait donc une pause avec cet accident et cette rééducation, et vous avez passé avec l'AFPA Oui, un titre professionnel mécanique réparation véhicule industriel. oui, C'est ça le nom hein, oui, entier. Donc, pourquoi à ce moment-là, j'imagine à cause de l'accident, enfin en partie. oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu, là, comme je dis, beaucoup de problèmes avec le camion. Et je voulais avoir un peu plus d'autonomie et puis comprendre. Moi, je suis une personne où j'ai besoin de comprendre, de pas de faire les choses bêtement, en me disant, ben, on fait ça parce que c'est comme ça. Avec tous vos manuels du début. Oui, oui, oui. Donc, j'avais besoin de comprendre et de trouver de l'autonomie. Donc, on a cherché une formation qui a été très compliquée de trouver parce que je n'avais pas le profil qu'il fallait. Voilà, il a fallu pousser les portes. Et en fin de compte, à l'époque, c'était la NPE qui ne voulait pas me donner cette formation-là. Et on a pris en fait la direction, on a pris contact tout de suite avec le directeur du centre de formation qui lui a validé notre demande. Je me suis fait taper sur les doigts par la NPE à cette époque-là. J'ai dit, bah oui, mais avec vous, je ne peux pas avoir de formation. Vous voulez que je parte en boucherie, c'est pas mon truc, quoi. Je sais qu'il y a de la place, mais bon. Et là aussi, il y a de la place. Et il me disait non. J'ai dit, bah si, le directeur, il a dit qu'il avait validé mon dossier. Et puis c'est comme ça. Par moment, il faut savoir aussi contourner les obstacles, même si après, on sait qu'on va se prendre des coups de baguette derrière. Mais voilà, quoi. Après, voilà, je m'en fiche. Donc pour tous ceux qui voudraient peut-être se reconvertir dans ce milieu-là, est-ce que vous pouvez nous parler de la formation? Combien de temps ça a duré? Quel enseignement vous avez appris là-bas? Alors, celle que j'ai faite, elle a duré 10 mois. Il y avait 2 parties de stage en entreprise. Après, on a fait un peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Parce que c'est important aussi de faire les choses. La théorie, c'est bien aussi pour comprendre pourquoi on fait ça. Tous les schémas, c'est important pour faire de la détection de panne. C'est prenant. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est gros, c'est lourd. Oui, alors c'est gros, c'est lourd, mais il y a de la place par rapport à une voiture. Quand on monte sur le moteur, faut pas faire ça sur une voiture, quoi. Après, je sais pas trop, mais je le déconseille. Mais aussi, c'est gros et lourd, d'accord, mais il y a des outils pour ça. Et puis, Bah oui. on n'est pas seul dans un atelier, il y a toujours du monde. Voilà, donc après, je sais que moi, je connais mes limites. Je sais que j'ai pas la force d'un homme. Quand je vois qu'il faut forcer, j'essaye de prendre des rallonges, des choses comme ça. Quand je vois que j'y arrive pas, je me dis pas, bon, par fierté, je vais y arriver. Non, je vais pas me faire mal. Je vais demander de l'aide parce que c'est important aussi d'aller demander de l'aide. Et puis voilà, quoi. J'ai pas de problème avec tout ça, quoi. Et si je dois donner des conseils, si ça vous plaît, allez-y. Il y a du boulot par-dessus la tête, hein. Les ateliers en France, ils en cherchent de partout. Des mécaniciens poids lourds dans le TP, dans l'agricole, dans tout ça.
Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, la formation nous donne une base. Et puis, ce sont des métiers qu'on apprend tout le temps, quoi. Tout le temps. Et puis, d'un véhicule à un autre, c'est pas pareil. Ce sont des remises en question et puis des formations continues. Parce que c'est une évolution aussi constante, le camion, comme les autos. Et les camions, c'est vrai que c'est souvent en évolution, quoi. Est-ce qu'il y avait... Parce que du coup, vous avez quand même gagné de l'expérience sur les rallyes, Un petit peu, oui. quand même. Est-ce qu'il y a des éléments que vous vouliez absolument découvrir pendant la formation ou avoir une base sur certains éléments qui allaient vous servir sur d'autres rallyes après? Sur le système D, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. En course, on n'a pas d'atelier derrière nous. Savoir quel élément peut en remplacer un autre. C'est ça, comment se dépanner seul, avec ce qu'on a autour de nous pour pouvoir aller jusqu'à la ligne d'arrivée et puis après voir avec l'atelier, l'équipe mécanique qui, eux, pourront faire mieux. Mais c'est surtout ça que moi, je voulais apprendre et que je n'ai pas appris parce que la formation, c'est une formation pour l'atelier et ce qui est tout à fait normal. Et j'ai beaucoup appris, par exemple, au bruit. Les bruits, ça vient de ci, ça vient de là. Et donc forcément, je change, je modifie ma manière de piloter par rapport au bruit que j'entends. Et si j'entends un bruit d'un côté, forcément, je vais éviter de prendre des chocs de ce côté-là, faire des sortes de pansements pour pouvoir finir l'étape en fait. C'est surtout ça où j'ai beaucoup appris là-dessus. Donc ce diplôme, dans la vie de tous les jours, il vous sert? Oui. Il vous sert? Oui, puisque c'est moi principalement qui m'occupe de l'entretien des véhicules. Donc voilà. C'est mieux. Oui, ils viennent m'aider. Je ne suis jamais seule, hein, mais c'est moi qui commande les pièces, c'est moi qui... c'est vous l'experte? Alors experte, je dirais pas ça, parce que pour être experte, faut des années d'expérience et moi je ne fais pas assez de mécanique pour être experte. Non, j'ai des connaissances qui me permettent de me débrouiller. Après, sur les véhicules de tous les jours, quand j'ai besoin de faire une grosse intervention et que j'ai pas les outils pour ou quoi aux caisses et que je sais que ça va me prendre trop de temps, je l'emmène chez des copains et puis ils le font. J'ai aucun problème là-dessus et au contraire, je demande à le faire avec eux pour apprendre. Ils m'expliquent, même par moments je le fais moi-même, ils me disent tu fais comme ci, comme ci, comme ça, et puis je le fais, ce qui me permet de grandir dans le milieu, quoi. Mais il y a tellement de choses à apprendre et puis d'un véhicule à un autre, c'est complètement différent, ce qui fait que faut jamais se dire ceci, mais ça je sais. Oui, mais c'est sur ce véhicule-là, sur celui-là, ça n'a rien à voir. Donc je reste à ma place et je me dis oui, mais peut-être que non. et j'apprends. Oui, bien sûr. Et vous nous dites que selon les véhicules, ça change. Oui. C'est normal. Est-ce que vous pouvez nous parler de tous les véhicules avec lesquels vous avez concouru? Alors, le premier, c'était un Patrol GR 3 litres, donc un court. Donc forcément, donc lui, c'était un diesel. J'ai roulé aussi avec un Jeep Cherokee essence. Ça n'avait rien à voir. Plus fragile, les Jeeps, j'ai trouvé. Alors que pourtant, quand on pense à Jeep, on se dit pas que c'est fragile. Dans les rallyes féminins, il y a pas mal de Rubicon. Ils sont fragiles, alors je sais plus de quoi, mais ils sont fragiles. Ce qui fait que généralement, il y a toujours un Jeep qui casse à cause de ça et qui finit pas. Et ce qui est assez frustrant, surtout qu'ils ont une bonne bouille. Moi, j'aime beaucoup le Jeep, mais je ne roulerai pas avec parce que justement, je trouve que c'est fragile. Alors, après, on adapte son pilotage par rapport au véhicule qu'on a, mais je sais pas. J'ai fait qu'avec un Jeep Cherokee, on a trouvé que c'était un peu fragile. Après, il y a eu un Bowler Wheelcat. Donc là, c'est un véhicule de course. Là, j'étais navigatrice, qui est très robuste, puisque c'est un véhicule de course. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est un châssis de Land Rover. Et tout le reste, c'est spécifique au véhicule. Qu'on ne retrouve pas sur les routes, hein, puisque c'est vraiment un véhicule de course. Un AGJ 80, que j'aime beaucoup ce véhicule, parce que c'est le dromadaire du désert, c'est très robuste, il nous emmène de partout. Il y a un instant qu'on sait l'emmener, voilà, c'est génial, puis c'est confortable aussi. Il faut dire ce qui est, parce que des véhicules ne sont pas du tout confortables. Non, c'est pas le critère numéro 1, je pense.
Et donc, vous avez aussi roulé en camion, forcément? Oui, oui, alors le camion, c'était... là, il y a eu les U400, donc la Mercedes Unimog. Il y a eu 435, toujours Unimog, il y en a eu deux. Donc en 2015 et 2019, il y a eu le Bremont ETR, donc, qui est un engin magnifique où j'ai fait l'European Truck Trial. Qui lui est un châssis articulé avec essieu directionnel arrière. Donc voilà, c'est un camion qui est extraordinaire. C'est votre préféré? Alors en franchissement, oui, parce que il apporte des possibilités de franchissement où on se dit ça passe pas, et puis en fin de compte, il se désarticule, et puis l'essieu arrière aide énormément dans le trial. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu en 2023 l'ACMAT VLRA. Donc, comme le TR, ce sont des véhicules français qui, lui était très très rustique. Alors, le Bremont pareil, hein, mais l'ACMAT VLRA qu'on a eu, il n'avait pas de direction assistée. Elle était semi-assistée, mais pas du tout sur place. J'en ai eu des tendinites au bras, hein, les deux. J'ai eu punaise. Mais il freinait, quand il freinait, c'est où il pilait tout, il bloquait tout, ou il freinait pas. C'était un peu aléatoire, quoi. C'est ça, j'ai dû adapter mon pilotage quand en fait j'ai fait comme j'ai pu. Il a fait des choses que je voulais pas, j'ai dit je voulais faire ça et puis il m'a fait ça. Donc et puis il y a eu un jour où on a roulé sans feu. Donc quand on est parti du bivouac sans feu de nuit, c'est compliqué hein, sur les pistes. Bah oui. On était avec nos frontales à essayer de trouver un peu le chemin. Et puis en fin de compte, on a rattrapé un camion qui était un peu plus loin. On était en liaison et on l'a rattrapé. Je me suis collée à lui. Éclaireur. Voilà, et je me disais pourvu qu'il pile pas, parce que lui il a des vrais freins. S'il pile, moi je rentre dedans, donc c'est sûr. Et en fin de compte, le jour s'est levé et puis j'ai pu mettre de la distance et continuer. Mais voilà, et puis c'est aussi c'est un camion qu'on aime énormément avec mon mari, parce qu'il a une histoire avec le Dakar. Il a gagné en 81. Et donc c'est un camion qui est construit en France, sur Saint-Nazaire, qui a une histoire militaire, une histoire au niveau du rallye raid. Donc on s'était dit, si un jour on devait faire le Dakar, ça sera tous les deux avec ce camion. Bon, on l'a fait 20 ans plus tard. C'est incroyable. Oui, incroyable, oui, oui. On n'y a jamais cru, mais le jour que c'est arrivé, surtout quand on est arrivé là-bas, on s'est dit, c'est pas possible, on est en train de vivre notre rêve là. On s'est dit, on n'y arrivera jamais, c'est inaccessible. On est dans ce camion, on est ensemble et on est au Dakar. Bon, vivons l'aventure et vivons-la à fond, quoi. Et justement, donc votre premier Dakar, parce qu'il y en a eu un autre, c'est le Dakar en édition classique, donc avec les camions anciens. C'est ça. Pourquoi faire le choix de faire le Dakar classique et pas le normal? Le sportif. Alors déjà, c'est une histoire de coût, d'argent. Pour nous, alors nous, on a commencé de rien, de zéro, et c'est inaccessible pour nous. Déjà, l'ACMAT qu'on avait, c'est pas un avion de chasse. Donc faut le dire, hein, sur le Dakar sportif, on les voyait tous les jours, ça n'a rien à voir. Ce sont des véhicules, voilà, quoi, ils nous enrhument, hein. Rien qu'au départ, on n'a pas fait un tour de roue qu'on ne les voit plus. Et déjà, donc ça n'a rien à voir. Et puis l'ACMAT VLRA est un vieux véhicule, donc on est passé en catégorie historique. Donc ce qui fait qu'on ne pouvait pas se mettre sur le Dakar sportif. Est-ce que c'est vrai que c'est la course la plus difficile du monde? Oui. Alors, il y en a qui sont quand même juste en dessous. Hein. Mais, lesquels? Ce que j'ai entendu dire, mais que j'aimerais faire aussi plus tard, c'est le Breslau. Le Breslau, je pense qu'un jour, on va aussi le faire, celui-là.
qui est au Balkan, qui se passe au Balkan, mais celui aussi qui est difficile. Déjà, le rallye des Gazelles est un niveau assez haut quand même. Le Dakar est vraiment, en termes de difficulté, il est haut. Ils ont mis quand même la marche haute parce que on a des étapes entre 700 et 900 km par jour. C'est 14 jours de course. Donc faut tenir sur la durée. Il y a 15 jours de repos, un seul jour de repos en plein milieu, où là on ne se repose pas, où on court dans tous les sens pour s'occuper du véhicule, s'occuper de nos affaires, des bobos, voilà, et puis des choses qu'on ne s'imagine pas, des trucs qui nous tombent dessus. Oui, parce que forcément, on ne peut pas prévoir les pannes. Non, les pannes ou les casses. Ou les casses, encore Oui. moins. Oui, c'est ça. Donc il y a des grosses casses ou des pannes où on les fait à ce moment-là. On essaie de faire tenir le véhicule jusqu'à cette journée de repos en disant il faut que ça tienne. Donc il y a des moments où on dit on y va et puis on dit non, ça va pas tenir, donc on lève le pied. Et quand on arrive, on dit c'est bon, on va pouvoir, les mécanos vont pouvoir changer et réparer. Et, oui, et puis il y a aussi, c'est une journée aussi d'interview. On passe notre temps à être interviewé, à faire des photos, à communiquer avec nos partenaires, où là on est posé, on communique tous les jours. Mais ce jour-là, c'est important parce que on est aussi avec l'ambassade de France. Il y a des échanges avec nos partenaires sur place, quoi. C'est une journée où on n'arrête pas en fait. C'est pas la course, mais c'est une autre course en fait. Pour le Dakar, mais les autres aussi. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que pour vous, personnellement, il y a des étapes de préparation qui sont incontournables? Pour faire un rallye, alors, moi je suis une très mauvaise élève, mais maintenant je m'y mets, c'est la condition physique. Là, je vois sur le Dakar, là, c'était assez éprouvant pour moi, même si ça se voit pas, les gens ils le voient pas, que par moments ça peut être difficile pour moi. Mais il faut de la condition physique. Là, je me suis remise au sport parce qu'il faut vraiment. Il arrive à un moment donné où le corps dit bon, ce serait bien que tu m'aides C'est un pas une petit peu. balade, hein? Voilà, c'est pas une balade. Il faut un minimum de conditions physiques. Faut avoir une préparation. Alors pour la navigatrice, quoi, parce que là j'étais avec une navigatrice, il faut qu'elle apprenne toute la partie navigation. Alors c'est compliqué parce que on n'a pas les outils de navigation, parce que là c'est le Dakar qui nous fournit le trépied. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer. Alors même s'il y a des tutos, hein, c'est très bien. Hein, donc il faut lire, comprendre les tutos, essayer d'appliquer ce qu'on dit. Et puis il y a aussi pour le pilotage, il faut piloter un peu, si on peut régulièrement en fait. Parce que moi qui pilote pas souvent, quand je dis pas souvent, j'y vais qu'une ou deux fois par an. Il y a toujours une journée où puis je suis jamais, en fait, j'ai jamais roulé avec le même véhicule, ce qui fait que faut que j'apprenne le véhicule, que j'apprenne ses bruits, son comportement. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et en fait, il faut rouler avec son véhicule, le connaître ses faiblesses pour pouvoir déjà prendre les pièces de rechange. C'est super important, les pièces de rechange. Parce que sans pièces de rechange, alors sur un bivouac, on trouve toujours des pièces où les locaux ils nous trouvent toujours les pièces. Mais c'est pas les mêmes tarifs, faut le savoir. Donc l'idéal, c'est de changer les pièces qui sont faibles, avoir en stock, et puis de bien connaître son véhicule. Quand on connaît bien son véhicule, il y a beaucoup de choses qui sont Qu'on évite. oui, qu'on évite. On évite des erreurs en fait, des erreurs de jugement, de technique aussi, parce qu'on se dit ah non, ce véhicule-là, non, il faut le passer plutôt comme ça, parce que il est plus fort dans ça, mais ses faiblesses c'est plutôt ça. Et puis aussi ses limites aussi. Il y a des moments où on dit le véhicule il passe, moi je le sens pas. Donc aussi il y a aussi cette comment dire il faut savoir avoir l'humilité et se dire non, je le sens pas et j'y vais pas parce que on va pas casser ou se blesser ou avoir simplement un accident, parce que ça peut être catastrophique, hein. Donc et ça, je sais que l'humilité m'a beaucoup sauvée aussi.
Il y a eu des moments où on a fini des étapes, où j'ai eu des copains qui n'ont pas fini l'étape parce que ils se sont dit, bah si, moi j'y vais, et qu'ils n'ont pas eu assez de recul. Et, euh, et j'étais triste pour eux. Et c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la course. Et il y a eu des moments où je me suis fait surprendre, et puis eux, ils sont passés les deux doigts dans le nez, et puis je dis, ah, mince! Une seule décision peut avoir un impact Ah oui, considérable, quoi. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la différence du rallye des gazelles aux autres rallyes, en fait, le rallye des gazelles, pour ma part, c'est on change de stratégie constamment, en fait. On peut pas dire on fait tout au cap, ou on fait tout, on essaye d'attraper des pistes, non, parce qu'en fait, le terrain, on découvre le terrain au fur et à mesure, et on se dit, bah non, bah on va plutôt faire comme ci, ou plutôt comme ça. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir mes œillères, même dans mon quotidien. Dans mon quotidien, de dire stop, prendre du recul, on prend de la hauteur et on analyse la situation et se dit, mais non, tu vas gagner du temps en faisant ça plutôt. Au lieu d'y aller et se dire, si, on y va, on y va. Il faut être aventurière mais réfléchie. Oui, j'essaie. Toujours d'avoir un moment de recul. Et en fait, j'observe toujours mon environnement, l'observation du terrain. J'écoute aussi, ce qu'on me dit dans mon casque, et puis le véhicule. J'essaye, et c'est pour ça que, comme tout le monde, hein, je pense, à la fin de la journée, on est rincé parce qu'on est tellement attentif que voilà. C'est sûr, c'est intense. C'est très intense. Oui. Est-ce que y a une des compétitions que vous avez préférées en termes de parcours, en termes d'ambiance? Alors l'ambiance, sur tous les rallyes, je le retrouve en fait. Moi, j'ai jamais eu de soucis sur les rallyes. Sur les bivouacs, en général, il y a toujours une bonne ambiance, toujours de l'entraide. En termes de parcours, chaque rallye a ses parcours. Après, au Maroc, on tourne tous un peu dans la même zone. Donc voilà, mais c'est où j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, c'est le parcours du Dakar cette année. Des paysages magnifiques. Alors qu'en 2023, j'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, je sais pas si tout le pays est comme ça. Mais Tous tintouins pour ça au final. c'est ça, et je me suis dit, oh, mais j'espère que c'est pas ça l'Arabie Saoudite parce que c'est vraiment pas beau, à mon avis. C'était mon avis personnel. Et là, en 2025, on est passé à des endroits magnifiques, magnifiques. Mais ensuite, au Maroc, j'y suis allée plus de 10 fois au Maroc et on trouve toujours des trucs qu'on n'était jamais tombé dessus. Et c'est comme dans tous les pays, même dans notre pays, il y a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas tout voir. Donc c'est toujours, on est toujours émerveillé par ce qu'on voit par moment. Vraiment, on dit oh, on lève un petit peu le pied pendant quelques secondes, on On prend le temps admire. d'observer un peu. Voilà, mais 1 ou 2 secondes et puis on repart quoi. Oui, parce qu'il faut quand même regarder Oui, tout à la fait. route. On n'est pas là en touriste, on prend pas des photos. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous avez été pilote et navigatrice. Oui, C'est très différent. oui, très différent. Oui. Alors c'est très différent, mais c'était important pour moi de passer aussi à côté pour comprendre le poste, pour pas être frustrée et de me dire mais arrête de me dire ralenti ou de le stopper tout simplement parce que je comprends pas. Moi, ce que je veux, je suis derrière le volant, j'ai besoin de rouler. Parce que c'est ça, en fait. Quand on est pilote, on veut rouler, on veut se faire plaisir et on veut pas être arrêté, quoi, freiné. Et quand on est à côté, souvent je disais attends, est-ce que par moment les notes sautaient et je me disais il y a un truc que je comprends pas. Donc tous les soirs j'allais voir d'autres navigateurs, je lui disais mais comment tu fais, j'ai eu tel problème. Ils disaient ah mais il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Ah ok, donc alors tous les jours je modifiais et en général les 2 derniers jours je disais ah, c'est bon, je suis prête, on peut repartir sur un autre rallye, je peux être ta navigatrice. Mais maintenant, j'ai d'autres réflexes en tant que navigatrice, même si c'est pas mon fort. Mais c'est vrai que ça me permet aussi de donner les informations que moi, j'aurais aimé avoir.
parce que trop d'informations, ça nous fatigue psychologiquement. Et puis, on s'embrouille. Moi, personnellement, je m'embrouille dans les informations. Et je sais que à tous mes copilotes, je leur dis, ben voilà, moi, j'ai besoin de telle information. Celle-ci, j'en ai pas besoin, forcément. Celle-ci, elle est impérative, parce que c'est notre sécurité. Donc, et après, quand je suis navigatrice, je dis à ma manière, et après, je demande aux pilotes comment ils veulent avoir l'information, parce que c'est surtout ça qui est important. C'est s'adapter aussi à la personne pour qu'on puisse rouler correctement et prendre du plaisir des deux côtés, quoi. Donc, depuis, je dis plus rien quand mon copilote me dit attends, j'ai un problème, j'attends. J'attends. J'essaie d'aider aussi, si je peux aider. Voilà, j'essaie de donner mon avis pour ouvrir la situation, parce qu'il y a des moments où on se retrouve quand d'un coup le GPS il s'éteint, ça correspond plus en kilométrage, on se dit il y a un problème. Bah oui, il y a un problème, c'est que faut revenir en arrière. Ah oui. Pour retourner sur le point où on était sûr et repartir correctement. Mais c'est sûr que c'est compliqué quand on est navigateur de dire à son pilote « Oups, je crois qu'on est perdu. » Attends, je me suis trompée, chef. C'est ça. Je me suis trompée de case là. On n'est pas là en fait. Donc moi je sais que j'ai pas de problème, parce que je sais que pour le pilote c'est super important dès qu'on a un doute, le moindre doute, il faut tout de suite s'arrêter et revenir en arrière. On vérifie. Voilà, on s'assure que vérifie c'est bon. ensemble. Moi j'ai aucun problème. Je donne, j'explique pourquoi je suppose qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que je dis la communication est très très importante. Puis c'est riche, parce que nous on est dans notre bulle de navigateur ou de pilote, et en fait quand on discute, les deux bulles se connectent, et en fait on échange, et hop, on retourne dans notre bulle. Je sais pas si je l'explique bien, mais c'est quelque chose qui est assez marrant. Enfin, moi je le prends avec le sourire, parce que d'un moment je le ressens et je dis ah, dans sa bulle, tiens. Et puis quand ça va pas, il y a une connexion qui se fait, qui est différente que quand on roule en fait. Et ça c'est fort. Parce qu'il y a cette confiance en fait, cette confiance et cette complicité. Et sans ça, on peut pas rouler, quoi. Bah non. Parce que vous êtes à deux dans le camion, vous êtes dans la même galère ensemble. De toute façon, il faut que ça se passe bien. C'est ça, c'est ça. Puis accepter que l'autre fasse des erreurs. Donc en tant que pilote, j'ai fait des erreurs, et j'en ferai. Et puis en tant que navigateur, pareil, j'en ai fait, et j'en ferai encore. Et c'est accepter que l'autre fasse des erreurs, c'est pas grave. On est là pour le plaisir, et puis d'apprendre, et puis d'évoluer, de grandir ensemble, quoi. C'est ça qui est important. Vous êtes également maman de 3 garçons. Comment est-ce que ça se passe la vie autour des rallyes? Eh bien, principalement, c'est quand je suis pas là, quand je suis absente pendant les rallyes, c'est les parents ce sont mes beaux-parents qui viennent s'occuper des enfants. Okay. Voilà. Et donc ils vous suivent pas encore sur les courses? Non, mais ils voudraient faire une course avec moi. Donc la passion, elle se transmet. On peut imaginer un équipage rivière au complet? Oula, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi pas? Ça serait sympa. Mais oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Super. Donc vous partez pas seule quand vous êtes sur les rallyes. Comment est-ce qu'elles sont composées, les équipes? Alors ça dépend du projet, en fait, de la course et du véhicule. Là, en général, on n'est que deux dans l'équipage pour une auto. Sinon, en camion, on est 3. Là, sur le Dakar, c'est le projet Écurie Frères d'Armes. Donc là, c'est le camion, on est en assistance rapide sur un Peugeot P4, gamme civile, donc avec un turbo diesel et une boîte 5, parce que je les entends tous dire oh, une P4, les pauvres. Oui, les pauvres, mais bon, il y a quand même un turbo, un intercooleur et 5 vitesses. Donc il va un petit peu plus vite, mais c'est pour rester dans l'esprit, puisqu'on amène des blessés désarmés avec nous, qui sont en fin de cursus de reconstruction. Et nous, on les aide à se reconstruire à travers le sport mécanique. Alors, ce qui n'est pas toujours facile, mais en 2023, on avait
que deux garçons qui étaient dans le Peugeot P4. Nous, on était dans l'Atmat VLRA. Donc, on était en assistance rapide, même si on a du mal à y croire. Mais on arrivait quand même à le faire et ça s'est très très bien passé. Ça a été difficile pour eux sur le rallye parce que voilà, ils ont ressenti des choses qu'ils ont vécues. Mais justement, étant donné qu'ils étaient dans la compétition et qu'ils se connaissaient très bien tous les deux, l'un comme l'autre ressent et remet. Ils se comprennent et ils peuvent se porter ensemble. Voilà, et rappellent qu'ils sont en course. Donc là, hop, ils se reconnectent et puis ils se remettent dans la course. Alors ça, je le grossis, hein, mais je ne peux pas expliquer ce qu'ils vivent exactement ça. Mais voilà, ça a été une très très belle expérience pour eux. Là, cette année, donc en 2025, en janvier, on y était là. Donc toujours avec le Peugeot P4, hein, qui au lieu d'être rouge, il était blanc. Et donc, on est parti avec le Renault Kerax pour avoir plus de confort pour l'équipage, parce que j'avais 2 blessés avec moi, qui étaient 2 femmes. Donc, Séverine, qui était ma navigatrice, et Aurore, qui avait le poste de mécanicienne, qui s'occupait de tout ce qui était gonflage, dégonflage, et aussi les blocages de pont, tous les petits boutons que je ne peux pas accéder quand je suis attachée forcément au siège. Et puis on assistait le Peugeot P4 où là il y avait 2 garçons qui se connaissent aussi très bien. Et puis on a fait le Dakar. Ça a été très compliqué cette année, mais bon, on a réussi à aller jusqu'au bout. La prochaine édition sera certainement en 2027, si tout est prêt, ou 2028. Mais on le fera différemment avec plus de préparation parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même très difficile le Dakar, même si c'est la partie classique. Ça reste quand même un niveau très élevé, c'est très intense. Et pour des gens qui restent fragiles, il faut faire quand même attention et aller préparer physiquement, psychologiquement, et pas qu'ils arrivent comme ça en découvrant les choses. Même si ça il y aura de la découverte sur place, mais il faut que ça soit préparé au maximum. C'est ça. Même si un rallye raid pour un militaire, quand on fait du terrain, c'est un peu kiff-kiff. Hein. C'est intense, on dort pas beaucoup, on s'entraide. Il y a des moments, c'est système D parce qu'on n'a pas ce qu'il faut comme il faut. Donc, il y a quand même des ressemblances. Mais on s'est rendu compte que là, c'est une compétition et il faut les préparer. Donc, on va les préparer les prochains. Ok, super. La Bretagne est maintenant chère à votre cœur. Oui. Est-ce que, comme on voit dans les festivals, tout ça, est-ce que vous trimballez votre drapeau de la Bretagne partout? Oui. 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 Du reste, on s'est dit qu'il faut qu'on ait un plus gros drapeau. C'était trop petit le nôtre. C'est pas un mythe alors. Et vous avez concouru aussi avec l'association Mille et un sourires. Oui. Qui est une association bretonne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le partenariat s'est mis en place et pourquoi? Alors, il s'est mis en place suite à mon accident en 2015. Je voulais plus rouler pour moi-même, donc je voulais rouler pour une association, pour une cause et le partager à 100%. Ce qui fait qu'on a cherché une association qui nous parlait, étant donné, voilà, les enfants, ça nous parlait. On voulait une association qui était proche de nous géographiquement, pour qu'il y ait un réel partage, un vrai échange. Et donc, Mille et un sourires a répondu présent. Et tout de suite, quand on s'est rencontrés, ça a matché. Les mêmes valeurs, le même but. Donc, ce qui fait que tout de suite, on s'est compris et on a eu 3 ambassadeurs qui sont venus nous aider, par exemple à sticker le véhicule à Nice au moment du départ. Donc ils étaient avec nous à Nice et on les a invités à venir à l'arrivée à Essaouira pour voir l'arrivée. Donc on les a autorisés à monter sur le camion pour faire le défilé sur la plage d'Essaouira. Donc ils étaient super contents. Avec le drapeau breton aussi qui flottait là-bas. Et ensuite, on a fait la soirée ensemble avec eux.
Et ils ont pu approcher les VIP, chanteurs, tous les gens qui sont hyper connus, qu'on voit en général derrière la télé, sur notre écran. Et ils ont été heureux de vivre l'aventure avec nous parce que pendant le rallye, on leur donnait les informations, on le faisait vivre. Et en fait, ils combattaient. C'était une période qui était très compliquée pour eux. Et ça les a aidés à s'accrocher malgré la douleur et la difficulté, les mauvaises nouvelles qu'ils avaient dues à leur maladie. Et ils nous ont dit, vous leur avez fait donner des étoiles dans les yeux, alors que c'était hyper compliqué pour eux. Et chaque fois qu'on leur envoyait un petit message, un petit coucou, et on leur disait ce qu'on vivait, parce que c'était le but. Et en fait, ils oubliaient un peu, un petit moment de leur journée, ce qu'ils vivaient eux à leur niveau, pour qu'ils puissent combattre et supporter surtout tout ça, quoi. Donc ça nous a fait... c'était riche, c'était très riche en échanges. Et c'est pour ça que depuis, on roule pour une cause, en fait. On roule plus pour nous. Est-ce que justement le fait de courir pour une cause en particulier, ça vous permet de tenir dans les moments difficiles? Ah oui, tout à fait, parce que justement en 2019, ça a été très compliqué pour moi de rouler. Ma rééducation n'était pas finie. J'étais malade, malade comme un chien, parce que ça tournait dans tous les sens, donc forcément, voilà. Et quand j'ai eu des moments de doute, je pensais à eux. Et on se regardait toutes les deux avec ma navigatrice et Lorraine, et on s'est dit, pour eux, on continue. Pour eux, il était hors de question d'arrêter, mais c'était le fait que quand c'était dur, on s'est dit, pour eux, on y va, on continue, on lâche rien. Et malgré que le deuxième équipage camion était loin devant nous dans le classement, au départ, on s'est dit, c'est pas grave, on va faire le petit scarabée. On va y aller doucement, mais sûrement. Et puis, tous les jours, on grimpait. Puis on est passé devant, et puis on n'a pas arrêté d'avancer dans le classement. Et on leur a dit, c'est pour vous qu'on avance. Donc, ils ont dit, eh ben, c'est pour vous qu'on s'accroche. Et c'est comme ça, l'aventure, elle a été très, très forte. C'était très... il y avait beaucoup d'émotions. Mais j'imagine. Et là, pour le Dakar, vous étiez avec l'écurie Frères d'Armes. Oui. Ça, donc, on retrouve un petit peu votre passé militaire. Oui. Et le présent militaire de votre mari aussi. C'est ça. Pourquoi cet équipage-là? Alors, malheureusement, on a perdu des frères d'armes, en opération, en exercice. Et à un moment donné, on s'est demandé comment on pouvait les aider, sans connaître tout ce milieu-là, des blessés. Et on s'est dit, nous, on sait faire une chose. Ça fait plus de 10 ans qu'on roule en rallye raid. On va rouler pour eux. Mais non, on va rouler avec eux. On va les emmener avec nous. Parce que c'est ce qui nous a manqué avec Mille et un sourires. On voulait les emmener avec nous, mais on ne pouvait pas. Parce que c'est rallye des gazelles, parce que c'est 100% féminin. Donc, Adrien n'aurait pas pu venir avec nous. Et c'est ce qui nous a manqué, en fait. Et on s'est dit, on va essayer, on ne sait pas comment, mais il faut qu'on trouve une solution pour les emmener avec nous. Et c'est pour ça qu'on a acheté le P4, qu'on l'a révisé complètement, et qu'on a emmené 2 blessés. Et quand on a vu, en fait, on s'attendait à rien. Hein. On a eu un retour qui était tellement fort qu'on s'est dit, waouh! En fait, on a réussi à faire quelque chose qu'on ne pensait pas faire. Et en fait, ça leur a permis d'avancer dans leur vie qui est tellement grand pour eux, et qui est surtout nécessaire pour continuer à vivre et avancer, comme on dit, tous les jours, faire des petits pas pour pouvoir avancer. Et on s'est dit, faut refaire la même chose. Mais étant donné qu'on n'était que 2, on a parlé autour de nous. J'ai un ami que j'ai rencontré pendant ma formation mécanique poids lourd, qui lui est en mécanique VL, auto. Et on s'est croisés par hasard. Et j'en ai parlé, il a dit ça m'intéresse. Et lui, étant donné aussi qu'il a été blessé pendant son service militaire en Allemagne, donc la cause militaire
lui a parlé. Des blessés, ça lui a parlé. Le tout-terrain aussi, parce qu'il roule en 4x4. Donc en fait, voilà, naturellement, il nous a rejoints depuis plus d'1 an. Voilà. Votre premier rallye, c'est un rallye 100% féminin. Oui. Est-ce que ça a joué dans la balance pour votre première participation? Oui, parce qu'en fait, j'avais des a priori, quoi. J'avais peur en fait d'être au milieu des hommes et puis surtout de pas d'être ridicule parce qu'on découvre tout et j'avais peur. C'est surtout que j'avais peur. J'avais peur de pas rouler comme il fallait et puis peut-être d'avoir des préjugés, je sais pas, mais je sais que j'avais peur. Et puis en fait, je m'étais jamais. On entendait parler du Dakar, mais je m'étais jamais intéressée moi de tout ça. La mécanique, tout ça, je m'étais jamais intéressée. Donc pour moi, c'était très très loin tout ça. Donc ce qui fait que je suis partie donc sur le rallye des gazelles parce que je l'ai vu à la télé. J'aurais vu un autre rallye à la télé, peut-être que je l'aurais fait ou pas. Mais quand j'ai découvert d'autres rallyes à travers le rallye des gazelles, j'ai eu une appréhension, oui. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait pas mal de classiques. Parce que même s'il y a une partie compétition, de vitesse, de plaisir, ça me met moins la pression. Je pense que partir Vous profitez plus? Oui, 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 parce que je me mets moins la pression. Même si que quand on est derrière le volant, on y va. Hein. Bah oui, Voilà, quand même. on n'est pas là pour tricoter. Hein. Mais on filait des perles, mais on y va quand même. Mais il y a plus de plaisir. Et puis aujourd'hui, quoi, depuis plusieurs années, j'ai très vite compris que c'est un milieu peut-être d'hommes, mais la femme a tout à fait sa place. Chacun a sa place, en fait, tant qu'on est respectueux. Et puis c'est un milieu qui est respectueux. Et tous ceux qu'on revoit au fur et à mesure, voilà, on a tous les mêmes valeurs. Donc chacun a sa place, c'est de l'entraide. Quand on a des galères, on a tous des galères de toute manière. Donc Vous savez que ça va arriver au bout d'un moment, donc c'est ça. On ne sait pas quoi, mais on sait que ça va arriver. Donc voilà, il n'y a plus d'appréhension du tout. Au contraire, c'est un plaisir d'y aller et d'ailleurs retrouver les copains et les copines. heureusement. Hein? Heureusement. Oui, 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 oui. Et vous qui êtes désormais mécanicienne, Oui. est-ce qu'il y a des pannes que vous redoutez plus? Est-ce qu'il y en a qui vous font encore peur? Est-ce qu'il y en a qui sont très fréquentes? Est-ce qu'il y en a où vous vous êtes préparé beaucoup et au final elles n'arrivent pas? Alors sur celui-là, oui, j'avais une appréhension, c'était de crever parce que c'est des roues cerclées et je suis pas très très à l'aise avec ça et surtout, je pense que j'ai eu peur par rapport à ce qu'on me disait, qu'il fallait faire attention au cas où que si on collait pas bien le joint et le pneu, quoi, on mettait pas bien le cercle, ça pouvait nous péter à la tête et ce qui fait que ça m'a toujours fait un peu peur. Donc ouais, c'était quelque chose qui m'a fait peur. Et quand on a crevé, on a crevé sur le Dakar. Et en fait, on a eu une chance monumentale parce que on s'est arrêté sur un équipage du team qui était arrêté et on leur a dit est-ce qu'on peut vous aider? Et ils ont dit non, nous ça va. Toi, par contre, tu as un problème, tu dois t'arrêter. Ah, effectivement. Et ils nous ont aidés à changer le pneu et je me suis dit, bah, effectivement, j'ai vraiment de la chance parce que c'était ma hantise et on n'est pas toute seule. Donc voilà. Bon, ça va alors. Oui. Sur votre site internet, dans l'onglet Projet, vous indiquez être en cours de réflexion. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, le projet, alors oui, maintenant, il est un peu plus formé, dessiné. On va repartir sur le Dakar classique avec les blessés. Alors, nous, on le fait tous les 2 ans, donc c'est 2027 ou 2028. Tout dépendra de notre situation financière et préparation des véhicules. Bah, super, donc on vous suivra en 2027 ou 2028 alors. Oui, et puis là, au mois d'octobre, je pars en Tunisie sur un rallye, je ne sais plus son nom. Voilà, pour la première fois en tant que navigatrice. Donc voilà, encore une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience, une nouvelle découverte. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Et justement, vous avez fait pas mal de pays. Est-ce qu'il y en a un que vous avez préféré? Je crois que quand vous êtes arrivé en Arabie Saoudite, la première fois, vous vous êtes dit, bon, bah, bof quoi. Oui, ça donne pas tellement envie. Surtout que la première année, on nous regardait un peu de travers. En 2023 encore, on nous regardait un peu. On sentait qu'ils savaient pas trop ce qu'on faisait là. 2025, non, il fallait même que la police
interviennent parce qu'ils venaient autour du bivouac pour voir ce qu'on faisait, comment ça se passait. Et ils sont pas du tout agressifs, au contraire, ils sont très curieux et ils sont plutôt friands du Dakar aujourd'hui et être au contact de nous pour pouvoir profiter. Donc, Et ils vous donnent parfois des conseils un peu saugrenus? Alors eux, non, pas tellement. C'est surtout les autres équipages. Par moment, quand on tombe en panne, on a des pannes et les équipages qui s'arrêtent. Il y a beaucoup d'anciens qui nous disent, j'ai entendu dire, ben si il y avait un trou dans le radiateur, mets une banane. J'ai pas de banane moi dans le camion. Mais ça a bouché. Oui, mais j'ai pas de banane. Ben, tu as du tabac. Ça, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui fume. Donc, on mettait du tabac dans le radiateur et après, on rajoutait du liquide de refroidissement qui fait que ça guidait le tabac dans le trou et au moment, ça gonfle avec l'eau. Enfin, le liquide de refroidissement, ça le faisait gonfler et ça embouchait le trou. Donc, des trucs, je dis oui, pourquoi pas. Et effectivement, c'est efficace. Donc là, ce week-end, on est à Saumur et c'est le carrousel. Oui. Et vous êtes présente sur pas mal d'événements et de rassemblements camions et autres véhicules. Oui. Est-ce que c'est important pour vous? Et ça permet aussi de présenter les rallyes. Vous êtes porte-parole de la Rose des Sables aussi. Oui, aussi, oui. Alors c'est important, pourquoi? Parce que déjà d'être présent, parce que quand on affiche la vitrine des véhicules, il y a nos partenaires qui sont dessus, donc c'est un retour, c'est important de se montrer et pas de faire la course et de mettre le véhicule voilà, dans un hangar et puis on verra ça le prochain. De parler de nous, parce que si on ne parle pas de nous, de notre cause, la cause des blessés et de l'écurie Frères d'Armes, les gens ne peuvent pas savoir qu'on existe, puisqu'il existe tellement de choses, hein, voilà. Ça nous permet aussi d'échanger avec les gens qui sont très curieux, très friands et qui, dès qu'ils voient un équipage qui a fait un rallye, les passionnés tout de suite va vers les équipages. Donc c'est toujours des moments d'échange, quoi. Et on les fait monter dans les véhicules. Voilà, par moment on essaie, quand on peut, faire un petit tour, mais très soft, hein, juste pour que voilà, ils se rendent compte que le camion est très haut, ou ça peut être très bruyant, des choses comme ça. Merci beaucoup, Oui. Sandra, pour tout ça. Juste avant de terminer, j'ai juste des petites questions où il faut répondre un peu plus vite que ce qu'on vient de faire. Ça va nous permettre aussi d'aborder d'autres sujets et des sujets qu'on a déjà abordés pendant les vidéos. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Est-ce que vous préférez les 4x4 ou les camions? les camions, Maintenant c'est bon, c'est sûr. oui. Est-ce que vous préférez la mécanique ou le rallye? Le rallye, La montagne ou le désert? le désert. Est-ce que vous préférez l'Unimog 435 ou l'Akmat Velra? De cœur, l'ACMAT. De cœur, l'ACMAT, je resterai là-dessus. En franchissement, le 435. Et une dernière question, est-ce que vous préférez le basket ou le foot? Le basket. Parce que vous avez joué au basket pendant longtemps. Très longtemps et j'étais en haut niveau. En plus, Sélection d'équipe de France. Donc c'est bravo. pour ça que j'ai un esprit de compétition. Ça vous manque un peu? Beaucoup, oui, beaucoup. Peut-être que pour votre reconversion physique, vous allez pouvoir vous remettre au basket? D'après les médecins, c'est ben non, c'est plus possible ça. Tant pis. Voilà. Mais je tenais aussi à remercier ma famille parce que sans leur soutien, tout ça ne serait pas possible. Donc mon mari qui m'a toujours soutenue et poussée, parce que c'est toujours ces idées qui me font partir sur les rallyes. Et puis mes trois garçons, enfin nos trois garçons qui sont là et qui nous suivent aussi dans l'aventure à leur manière et c'est top, c'est top. Parce qu'au moins on peut le partager. Voilà. Et vraiment, merci à tous de nous suivre parce que sans toutes ces personnes, on n'est personne, on ne pourrait rien faire. Et en même temps, merci à Gilles de nous avoir rejoints depuis
depuis une année et de nous suivre dans ces aventures folles. Oui. Parce que nous, c'est une cause, quoi, c'est une chose, mais voilà. Et puis à tous ceux qui vont nous rejoindre plus tard, au fur et à mesure, dans nos aventures. C'est génial de pouvoir profiter de tout ça et surtout le partager avec tout le monde. C'est super important, donc merci à tous. Alors Sandra, on est devant votre camion du Dakar, de votre dernier Dakar. Est-ce que Oui. vous pouvez nous en dire plus sur le modèle déjà? Alors, c'est un Renault Kerax qui a été préparé pour le Dakar, donc chez Renault Trucks. Donc c'est un vrai véhicule du Dakar. Donc il a fait plusieurs Dakar avec une belle préparation. C'est le véhicule le plus puissant que avec lequel j'ai roulé. Donc, et puis il est assez agréable parce que quand on doit aller vite, voilà, il répond bien. Oui, je me pose une question. Alors, elle est peut-être un peu bête, mais sur la rampe, normalement, il y a 6 lumières et il en manque 2. Est-ce que c'est pour mieux voir, pour avoir plus de visibilité pour le conducteur? Oui. Ou parce que vous les avez perdus? Non, non. Alors en fait, dans le classique, il avait des rectangles en bas là, sur la barre d'en bas, il avait des rectangles, mais il cachait les partenaires. Et en plus de ça, dans le classique, il est interdit d'avoir des rectangles. Donc il faut garder que des ronds. Et donc les ronds sont là. Et le problème, c'est que moi, je suis petite. Enfin, une fois que je me suis assise dedans, Oui, il n'y a rien. voilà, j'ai dit, mais je vois même pas. Alors déjà, ils ont tout rehaussé, ils ont tout rapproché aussi parce que je suis petite, hein, donc faut tout rapprocher. Et j'ai dit, et maintenant, j'ai dit, il faut m'enlever les lumières. Mais j'ai besoin de lumière. Donc en fait, on a eu ce compromis d'en enlever 2 et d'en garder un à mon niveau qui me gênait pas trop. Et puis en garder 3 autres qui puissent m'éclairer. Voilà, parce que dans le désert, on ne voit vraiment rien du tout, quoi. Mais il n'y a pas de lampadaire. Là, c'est ça manque un peu. Faudrait leur dire. Donc sur le côté, on voit tous vos sponsors, c'est ça? Oui. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Alors là, il y a un peu notre bazar parce qu'on est en exposition ce week-end. Mais en fait, là, il y a un établi pour travailler dessus. Et c'est là aussi où on range nos caisses, donc caisses d'outils et des pièces détachées pour le camion et pour le P4, qu'on a en assistance rapide. Donc c'est vous qui emmenez les pièces pour le P4? Oui, alors il y a une partie qu'on emmène puisqu'on est en assistance rapide et il y a une partie qu'on laisse au bivouac. Les grosses interventions, on les laisse au bivouac parce que de toute manière, il nous manquera ou d'outillage ou des ingrédients pour pouvoir faire les interventions. Donc nous, on a le minimum pour pouvoir... Et c'est quoi le minimum du coup? Alors c'est de l'outillage basique pour pouvoir resserrer peut-être un collier ou changer une durite. Ou changer une courroie avec un collant ou un bas, quoi, des choses comme ça, ou mettre du tabac. Quoi. Bon, là, il n'y a pas besoin de ça, juste d'une poche. Mais il faut être fumeur. Et étant donné qu'on n'est pas fumeur, on part toujours avec un petit paquet de tabac, parce que voilà, ça peut dépanner. Et voilà, ce sont des petites choses comme ça qui peuvent nous dépanner ou dépanner d'autres concurrents. Quand on voit qu'ils sont en panne, on demande s'ils ont besoin de quelque chose. Si on l'a, on leur donne et puis on retrouve ça au bivouac le soir. Parce que pour participer au Dakar, il doit respecter certaines normes, un cahier des charges spécifique? Oui, par exemple pour l'arceau. Déjà l'arceau à l'intérieur, c'est spécifique, hein. Il y a un cahier des charges qui est très strict. Donc voilà, l'arceau a été fait par un professionnel. Et ce qui fait que s'il n'est pas homologué, on ne peut pas participer. C'est pour ça il est validé par les commissions du Dakar. Et c'est comme les sièges, comme tout, hein. Après, c'est un Kerax qui ressemble beaucoup aux autres. Après, lui, son moteur a été un peu plus boosté, forcément, parce que bon, il faut qu'il avance. Mais sinon, les lames, elles sont pas paraboliques. Les amortisseurs, voilà, je pense que ce sont les amortisseurs pas d'origine, mais non, ce sont pas des amortisseurs d'origine, mais il y a 2-3 petites choses qui sont changées, mais tout ça, je vous dis, c'est sur d'autres rallyes, c'est la même chose. Personnellement, je vois pas, peut-être d'autres le verraient en voyant, mais moi, je vois pas la différence qui pourrait
à voir, que ce soit pour le Dakar ou un autre rallye, quoi. C'est le minimum pour faire un rallye de toute manière. C'est des conditions de course qui sont vraiment compliquées. Oui, parce que alors dans un camion, on est terriblement secoué, donc c'est assez violent dans un camion. Merci Sandra pour toutes ces réponses, pour votre parcours qui est impressionnant. Et voilà. Derrière votre écran, on va pouvoir se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. J'espère que vous êtes abonnés depuis le temps qu'on vous le rappelle, que vous avez activé la cloche. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à suivre Sandra. Elle n'est pas en course actuellement, mais il faudra la suivre sur tous ses rallyes. On mettra vos coordonnées et votre site internet dans la description, comme ça ce sera très plus simple. Merci. Et puis voilà, n'hésitez pas. Et puis peut-être d'autres vidéos sur le Dakar. Sinon, il y en a d'autres qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube avec l'assistance beaucoup et deux de leurs pilotes. Elles sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. On se retrouve très vite. Faites attention sur la route.